partie, hein, cette salle est la troisième série de la troisième de la série Nmap qui fait partie du module d'introduction à la sécurité réseau. Donc dans les deux premières salles, on avait appris la découverte de en direct et les analyses de ports de base. Là, on va voir les analyses avancées des ports Nmap. Donc techniquement, euh, on avait couvert les indicateurs TCP, examiné la négociation TCP à trois voies pour initier une connexion. TCP requiert l'indicateur SYN, Synchronization, soit défini sur le premier parquet. Par conséquent, nous pouvons savoir si un port TCP est ouvert en fonction de la réponse que nous recevons. Donc ça, maintenant, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va voir comment les hackers et les chercheurs en cybersécurité ont commencé à s'amuser avec ces fameux drapeaux TCP, ok? Puisque le but du hacking, c'est toujours faire quelque chose qui n'était pas prévu, ok? Ou modifier en conséquence un objet, un protocole, pour pouvoir, encore une fois, lui faire des choses qui n'étaient pas attendues. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? Eh ben, depuis l'invention du TCP header, ils ont bidouillé et ils se sont dit quelle serait en fait la réaction des ordinateurs, soit du client, soit du serveur, si on envoyait un paquet TCP classique, mais qui ne fait aucune partie d'aucune connexion TCP en cours, ou avec un ou plusieurs indicateurs définis. Donc vous vous rappelez, on a vu le TCP header, et dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit, ça, ce sont les flags en rouge. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut s'amuser à tous les allumer. On allumer un, 2, 3, 4, hein, ou tout couper. OK? Et on va jouer là-dessus. Aujourd'hui, on va voir les techniques avancées, OK? Pour être de plus en plus furtif et pour tromper, feinter le système. OK? Donc le but, ça sera encore une fois de contourner les systèmes de protection, les IDS, hein. Donc, IDS, Intrusion Detection System, c'est un mécanisme destiné à repérer des activités anormales ou suspectes sur la cible analysée. Généralement, c'est un hôte ou un réseau. Il permet d'avoir une connaissance sur les tentatives réussies comme échouées des intrusions. Donc, on a deux grandes catégories d'IDS. Les plus connues sont les détections par signature, reconnaissance de programmes malveillants par exemple, et les détections par anomalie. Ok, on va essayer de détecter les écarts par rapport à un modèle représentant de bons comportements et très souvent on associe ça à l'apprentissage automatique. Ok, il est possible de classifier les IDS selon la cible qu'ils vont surveiller. Les plus communs sont les systèmes de détection d'intrusion réseau et les systèmes de détection d'intrusion d'hôtes. Et certains IDS ont la possibilité de répondre aux menaces qu'ils ont détectées. Ces IDS ont la capacité de réponse et c'est typiquement ce qu'on appelle un système de prévention d'intrusion. Ok? Donc, qu'est-ce que ça va faire? Je vous mettrai toutes les ressources, encore une fois, en description. Il y a une très bonne page Wikipédia notamment. Mais voilà, soit on va faire de l'intrusion réseau, soit l'intrusion de l'hôte, soit on va faire de l'hybride, hein. On va travailler sur les deux. Et techniquement, pareil, on va travailler à la fois en tant que détection d'intrusion par signature, par anomalie, ou les deux, hybride. Ok? On va analyser les protocoles, voir la temporalité de détection et corréler les informations. Ok? Donc ça, c'est très important et on a trois grands systèmes d'intrusion, réseau, hôte, et il y en a un troisième dans cette famille, c'est aussi collaboratif. C'est-à-dire que on va avoir plusieurs solutions, hein, qui vont être déployées à différents endroits du globe chez différents clients et même les fabricants d'antivirus travaillent et font communiquer leurs solutions de cloud, hein, et main dans la main, ils vont travailler avec les autres fabricants d'antivirus. Ok? Si les clouds sont interconnectés, ça va être des vases communicants. On va pouvoir passer d'un cloud à un autre et on détectera les menaces beaucoup plus efficacement, hein. C'est le principe. Typiquement, c'est Total Virus, hein. Total Virus est une interface de programmation qui permet de relier l'ensemble des solutions antivirus et d'en faire une superbe solution, ok, qui va venir scanner avec l'ensemble des moteurs de détection, hein, et de deep learning ou de machine learning des différents fabricants d'antivirus. Ok? Donc nous, le but, quand on fait du pen testing, quand on fait du red teaming, quand
On est Black Hat, c'est de contourner les systèmes d'intrusion, contourner les antivirus. Ok? Donc comment on peut faire ça? Eh ben on a quelques possibilités, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est parti. Alors, ça va devenir technique, parce que là, on commence à faire ce qu'on appelle du null scan, de l'analyse vide, du fin scan, hein, donc fin, euh, scan de Noël. Hein, pourquoi? Parce que je vous ai dit, c'est comme des guirlandes, les flags, et on peut s'amuser à tous les allumer. Vous verrez que le Xmas, techniquement, le Christmas, c'est quand on allume tout ça. On a le Maimon, on a le hack, on a l'analyse de fenêtre et on a l'analyse personnalisée. OK? Donc un exemple, c'est un indicateur hack qui est défini lorsque vous souhaitez accuser des réceptions des données. Une analyse hack revient à essayer d'accuser la réception de données qui n'ont été ni envoyées ni reçues en premier lieu. On va faire une petite analogie et vous allez voir que, en effet, c'est bizarre. En gros, c'est comme si quelqu'un vient à vous de nulle part pour vous dire oui, je vous entends, s'il vous plaît, continuez, alors que vous lui avez rien dit. Ok? Donc on verra ces techniques d'analyse avancée, d'options d'analyse, et c'est certains types d'analyse qui peuvent être utiles sur des systèmes spécifiques en fait. Hein. On va utiliser des configurations réseau particulières et on va voir comment on pourra couvrir ces différents types d'analyse. Ok? Chacun a sa spécificité, il faut savoir l'utiliser correctement. Et on verra aussi le principe d'usurpation d'adresse IP, usurpation d'adresse MAC, euh, ce qu'on appelle un scan de l'heure, hein, en anglais, c'est un decoy scan, ok? On verra comment fragmenter nos paquets, ok? Généralement, on n'a pas envie que nos paquets soient fragmentés. Vous saurez que les paquets sont gérés par le MTU, ok? En fonction de la taille du MTU, ça va jouer sur la fragmentation des paquets, ok? Et on a également ce qu'on appelle une analyse inactive ou zombie. On va pouvoir demander à un autre serveur de faire le scan pour nous. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, ok? C'est la plus dure, la plus technique, j'ai envie de dire. Ok? Donc vous allez vous servir d'un autre serveur pour accomplir votre forfaiture. Ok? Et si jamais on remonte à la trace, ça sera pas votre machine qui sera incriminée, ça sera le serveur zombie. Ok? Donc ça, c'est vraiment des techniques au quotidien qu'utilisent les hackers pour tout simplement scanner des cibles de façon furtive. Ok? Et contourner les systèmes de protection. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. On est parti. Donc, on va commencer par, on va voir le TCP null scan, le fin scan et le Christmas scan. Ok? Donc, commençons par le nul. Ok? Donc, le nul, vous l'avez vu très souvent, hein, comment dire, en CTF, on fait un SN. Ok? Le SN, c'est cet argument. Ça veut dire no flag set. Ok? Donc, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quand on met le SN, hein, donc on fait cette technique qui s'appelle l'analyse à vide, hein, si on devait la traduire. Donc l'analyse nulle ne met aucun des indicateurs. Les 6 bits d'indicateurs sont définis sur 0. Vous pouvez choisir cette analyse à l'aide de l'application NN, SN. Hein. Donc ça, on va mettre cet argument. Donc nmap-sn plus l'adresse IP ou le nom de domaine. Et un paquet TCP sans indicateur défini ne déclenchera aucune réponse lorsqu'il atteindra un port ouvert, comme illustré dans la figure ci-dessous. Par conséquent, d'un point de vue de Nmap, un manque de réponse dans une analyse nulle indique que le port est ouvert ou qu'un pare-feu bloque le paquet. Ok? Donc, si vous vous rappelez, ayez bien ça en tête, qu'est-ce qu'on va faire? Le nul, ce qui est rouge, hein, sera éteint. Donc, on coupe, pas de lurch, pas d'hack, pas de push, hein, pas de reset, pas de signe, pas de fin. On voit qu'on n'en voit rien. Ok, on fait un null flag set. Cependant, eh ben, on s'attend quand même que le serveur cible réponde avec un paquet reset si le port est fermé. Par conséquent, nous pouvons utiliser l'absence de réponse reset pour déterminer les ports qui sont pas fermés, hein, qui sont ouverts ou filtrés. Donc ça va être intéressant et on va pratiquer un petit peu cette logique qu'on avait vue quand on scanne avec l'UDP, hein, euh, absence de réponse
port fermé, et s'il y a réponse, ok, port ouvert ou filtré. Ok? Donc techniquement, si on revient à notre diagramme, hein, film, pardon, nul, là qu'est-ce qu'on va faire? Hein, on va attendre le reset acknowledge. Ok? S'il y a un reset acknowledge, le port il est fermé. Là, si c'est un null flag et qu'il n'y a pas de réponse, c'est ouvert. Donc on voit typiquement, c'est comme l'UDP, mais c'est l'inverse en fait. Ok? L'UDP, si on a une réponse, il est ouvert. Si on n'a pas de réponse, il est fermé. Là, si on n'a pas de réponse, il est ouvert. Si on a une réponse, il est fermé, comme vous l'avez compris. Ok? Donc là, on va prendre l'exemple avec un serveur Linux et on va venir scanner la machine, identifier et voir quels sont les ports ouverts sur notre cible. Ok? Étant donné que l'analyse nulle en fait repose sur l'absence de réponse, pour déduire que le port n'est pas fermé, elle ne peut pas indiquer avec certitude naturellement si les ports sont ouverts. Il est possible que les ports ne répondent pas en raison d'une règle de pare-feu. Donc après, c'est à vous de faire votre petite popote, utiliser votre cerveau pour essayer de comprendre. Hein, et rien ne vous empêche de tester. Ok? Mais euh, là, on va rentrer dans des scans. Comme ils sont furtifs, comme on est en train de jouer avec le serveur, avec les systèmes de détection, forcément, ils sont pas aussi fiables que les scans basiques que peut faire Nmap. Hein. Mais tout l'intérêt, c'est qu'on va être de plus en plus furtif et on va pouvoir faire des choses qui ne sont pas possibles avec les scans basiques, en fait, de Nmap. Donc pareil, hein, rappelez-vous, tout ça se fait avec la commande sudo. Hein. Moi, je l'utilise pas parce que je passe route, mais vous ne pouvez pas les faire si vous n'élevez pas vos privilèges, si vous n'êtes pas sudoer ou route. Hein. Ça vaut ce que je vous disais dans les précédentes vidéos. Donc moi, je passe route pour pas être emmerdé. Vous faites ce que vous voulez. Et on va faire notre N1 Donc pensez à la caste, petit s, grand N. Ok? Et là, on fait un nul. Donc le N comme nul. Retenez. Et NAMP, ça n'existe pas. Dyslexie. Ouais. Donc, on voit bien, et vous vous rappelez ce qu'on a vu, je vous remonte le diagramme, que vous compreniez bien aussi, pareil, RST hack, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le RST hack qui est revenu, ok? Et il nous dit, bah tiens, j'ai reçu ce paquet, RST acknowledge, et tiens, voilà ce que je peux en déduire. Je suis pas sûr, mais je pense que le port 22, 25, 53, 80, 110, 100 ou 143 sont ouverts. Et s'ils sont pas ouverts, bah écoute, ils sont filtrés. À toi de voir, débrouille-toi. Et voilà les services qui correspondent. Donc, FinScan, on a fait un nul scan. Donc on est d'accord, hein, pour le nul scan, on a tous les drapeaux qui sont à zéro. Ok? Donc rappelez-vous, hein, c'est des bits, c'est des drapeaux, c'est des flags. Grosso modo, le drapeau, il a deux valeurs. Ok? Zéro inactif, un actif. C'est un booléen, ni plus ni moins. Voilà. Donc on va passer au deuxième type de scan. Maintenant, on va voir le fin. Ok? Fin, fin. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce type d'attaque? Là, cette fois-ci, en fait, on va définir le flag, hein, l'indicateur fin. Ok? Donc, on peut choisir ce type d'analyse à l'aide de l'outil, de la commande, pardon, SF. Ok? L'option SF, donc on a vu, tout à l'heure c'était SN, là on se fait un petit SF. Donc de même, aucune réponse n'est envoyée si le port TCP est ouvert. Encore une fois, Nmap ne peut pas être sûr si le port est ouvert ou si un pare-feu bloque le trafic lié à ce port TCP. Ok? Donc toutefois, le système cible doit répondre avec un RST si le port est fermé. Par conséquent, nous serons en mesure de savoir quels ports sont fermés et d'utiliser ces connaissances pour en déduire les ports qui sont ouverts ou filtrés. Et qu'on vient de noter que certains pare-feux abandonneront silencieusement le trafic sans vous envoyer de RST. Ok, typiquement, ce que je vous ai dit,
qu'est-ce qui se passe quand on installe UFW? Je vous l'ai dit. Si on fait GUFW, je vous ai dit rejeter. Ok? Ce principe de rejet, bah, c'est exactement ça. Ok? Toutes les connexions en entrée, si je les refuse, j'ai une réponse. Ok? L'attaquant, il y a mon pare-feu qui va lui dire, bah écoute, tes paquets sont filtrés. Ok? Si je fais rejeter, et c'est ce qu'il faut, bleu, blanc, rouge, comme la France, ok? Eh ben là, dans ce cas-là, je vais abandonner. C'est ce qu'on appelle dropper. Ok? Quand on drop quelque chose, on le laisse tomber. Donc, silencieusement, on va abandonner les paquets et ça veut dire que le trafic sera envoyé sans RST. Hein? Donc, ça permet de feinter l'attaquant qui voudrait s'attaquer à notre machine. C'est le cas de le dire. Ok? Donc, pensez dès que vous le pouvez, même sur vos pare-feux, le meilleur exemple c'est sous Kali, de rejeter silencieusement. Ok? Et donc, ça s'appelle drop. Ok? Qu'on traduit par rejeter. Donc, si on regarde le diagramme, qu'est-ce qui se passe? On avait un fin, là on a le fin, et si le port est fermé, on a un reset acknowledge. Si le port est ouvert, encore une fois, on n'aura rien. Ok? Et ça nous permet de faire le scan. Ok? Donc, on peut tout à fait le faire. On va aller voir. Hop, hop. Et là, je vais lui mettre un SF. F comme fin. Ok? Donc, c'est pareil. On a toujours nos 7 ports ouverts ou fermés ou filtrés et on voit que on a bien reçu le reset, ok? Le reset acknowledge. Donc ça c'est un type d'attaque aussi. Ensuite on a le scan de Noël. Donc là c'est le Christmas tree, hein. Ça tire son nom des lumières de l'arbre de Noël en fait, hein. Donc l'analyse de Noël entre guillemets, ça va définir simultanément en fait fin, push, urge, ok? Donc, comme on met plusieurs flags en même temps, on dit que ça clignote comme un sapin de Noël. Et on utilise l'option SX comme Christmas en anglais. OK? Donc, comme l'analyse lune et l'analyse fine, si un paquet est resté et reçu, cela signifie que le port est fermé. OK? On envoie fin, push, urge. OK? Donc, pensez, hein, toujours, on prend la première lettre, hein, généralement, qu'on retrouvera ici. Ok? Donc le Christmas tree, c'est le fin, push et urgent. Ok? Ça répond pas. Le port est ouvert. Si on a un reset acknowledge, le port est fermé. Ok? C'est aussi simple que ça. Toujours 7 ports ouverts. Ok? Donc voilà. Et le reset, comme à chaque fois. Ok? Donc voilà, ça c'est la présentation simple, hein, de ces trois types de scans. Maintenant, vous allez me dire, ouais, ok, c'est super, mais on s'en sert quand? Eh ben, on va voir. Le scénario le plus courant, hein, c'est l'analyse d'une cible derrière un pare-feu sans état, hein, qu'on appelle stateless. Ok? Donc, typiquement, hein, je vais les utiliser quand, on est derrière un non-stateful, donc un stateless firewall. Ok? Un pare-feu sans état vérifiera si l'indicateur SYN est défini sur le paquet entrant pour détecter en fait, hein, une tentative de connexion, ce qui est logique. C'est le principe du TCP. L'utilisation d'une combinaison d'indicateurs qui ne correspond pas au paquet SYN permet de tromper le pare-feu et d'atteindre le système derrière lui. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est pour essayer de feinter quand on fait une bind connection. Ok? On essaye d'attaquer frontalement le pare-feu, donc c'est une liaison, hein, c'est une connexion par liaison. Ok, vous savez qu'on a deux types de liaison. On a la liaison bind, hein, justement, et on a le reverse, ok, du reverse shell, reverse TCP, ok, bind TCP, reverse TCP. Là, on fait du bind TCP, ok, enfin TCP. Donc, cependant, un pare-feu avec état, ok? Donc, vous vous rappelez, on a vu qu'on avait deux types de pare-feu, des state et des stateless. Le firewall, le state firewall, hein,
enfin le stateful firewall, bloquera pratiquement tous ces paquets conçus, hein, ce qu'on appelle donc des paquets qui ont été craftés, hein. On parle de crafting, de forge de paquets malicieux ou magiques, hein. On parle de paquets magiques en réseau et vous verrez pourquoi. Et malheureusement, bah, ça rendra ce type d'analyse inutile. Ok? Donc ça peut marcher avec, on va dire, les pare-feux simples, un peu bêtes, mais avec les pare-feux nouvelle génération, on va dire, hein, on l'avait vu, qui analysent non pas que le paquet réseau, mais qui analysent l'ensemble du réseau, malheureusement, ils vont bloquer ce type d'attaque. Ok? Donc, le film, on a vu. Ah, il y en a qu'un, pardon, excusez-moi. Ok, film, on active. Donc, lancer la VM. Une fois qu'elle est prête, lancer un scan. Combien de portes? Ben, on l'a fait, hein. On a vu qu'il y en a 7 à chaque fois. Ok? Null scan, 7 aussi. Ok? Donc maintenant, on va voir le Maimon. Ok? Donc c'est tiré bah, d'une personne, hein, qui s'appelait Uriel Maimon et qui est venu décrire en fait cette technique en 1996. Donc dans cette analyse, en fait, les bits fin et hack, hein, quand je parle de bits, je parle des drapeaux, naturellement, sont définis. La cible doit envoyer un paquet à rester en réponse. Cependant, certains systèmes dérivés de BSD abandonnent le paquet s'il s'agit d'un port ouvert exposant d'autres ports ouverts. Cette analyse ne fonctionnera pas sur la plupart des cibles rencontrées dans les réseaux modernes. Cependant, on l'inclut dans cette salle pour mieux comprendre le mécanisme d'analyse des ports et l'état d'esprit du piratage. Ok? Donc là, on va utiliser le M, hein, comme Maimon et on va voir que oui, bien sûr, sur les machines les plus récentes, ça ne va pas marcher. Donc la plupart des systèmes cibles répondent avec un paquet reset, ok? Que le port soit ouvert ou non. Donc nous, ça va nous compliquer la tâche. Dans un tel cas, hein, nous ne pourrons pas découvrir les ports ouverts. Cette figure ci-dessous montre le comportement attendu dans le cas de ports TCP ouverts ou fermés. Ok? So, fin acknowledge et le serveur open or close reset. Ok? Case TCP port is open or closed, certain system drops the packet if the port is open. Ok? Donc, la sortie de la console ci-dessous est un exemple d'analyse TCP Mermon sur un serveur Linux. Ok? Comme mentionné, étant donné que les ports ouverts et les ports fermés se comportent de la même manière, l'analyse Maimon n'a pas pu découvrir de port ouvert sur la cible. Ok? Typiquement. Donc je vais. Est-ce qu'il faut lancer une machine? Non, il n'y a pas de machine à lancer. Ok. Hein, donc on peut le voir. On a uniquement l'adresse et le nom de domaine. Enfin, le nom de domaine. Oui, le nom de domaine. Ok? Donc, combien de flags? On l'a vu, deux. D'accord? Et les deux flags, c'est le fin et le hack. Finhack. OK? Ensuite, TCP Acknowledge, Window et Custom Scan. Alors, je vais terminer. Donc, voyons un peu ces trois-là. Donc, l'analyse TCP hack, acknowledge, ok? Donc, comme son nom l'indique, une analyse hack enverra un paquet TCP avec l'indicateur hack défini. On l'utilise SA pour choisir cette analyse. Donc, on va regarder la figure ci-dessous, on va voir que la cible répond à l'hack avec un RST, ok? Pareil, quel que soit l'état du port, ok? Et ce comportement se produit car un paquet TCP avec l'indicateur ACK défini doit être envoyé qu'en réponse à un paquet TCP reçu pour accuser réception de certaines données. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vous croise dans la rue et qui vous dit ouais, je te remercie de ta question. Et vous le regardez et vous lui dites mais je sais pas qui t'es et je t'ai jamais parlé. Eh ben, c'est la même approche. Ok? Donc cette analyse ne nous dira pas si le port cible est ouvert dans une configuration simple. Donc, on fait notre SA, hack, reset, ok?
Il y a deux states, two states. TCP port is open or closed. OK? Et si on fait le S1, qu'est-ce qu'on a là, en l'occurrence? OK? Unfiltered. Et on n'a aucune réponse. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Hein? On peut en déduire que la machine virtuelle euh, là n'a pas de pare-feu. OK? OK? Et maintenant, on va scanner et on va voir la différence avec un pare-feu. OK? On va répéter l'analyse axe et je pense qu'on va avoir des résultats différents. Et ces résultats indiquent que le pare-feu bloque tous les autres ports, à l'exception de ces trois ports. OK? Donc, vous voyez la différence, hein? Premier état sans pare-feu. OK? First state without firewall. Second state with firewall. OK? Donc là, on voit que ça répond. Parce que, bah, justement, le pare-feu bloque, sauf ces trois ports. Et grâce à ça, eh ben, on peut le savoir. Alors que s'il n'y a pas de pare-feu, en gros, c'est le pare-feu qui nous rend service. OK? As we can see, it is the firewall doing the tricks. Without the firewall, it does nothing. Okay? If a firewall is in place, okay, I can understand that three ports are not filtered and open. Okay? Donc ensuite, on va faire l'analyse de fenêtre. Ok? Typiquement Windows Scan. Donc le Windows Scan, hein, c'est un autre scan TCP. L'analyse de la fenêtre TCP est presque la même que l'analyse HAC. Toutefois, il examine le champ fenêtre TCP des paquets RST envoyés. Je m'explique, dans toute communication, vous l'avez sous Windows, vous l'avez sous Linux, peu importe, hein, c'est du réseau, on a ce qu'on appelle le Window. À pas confondre avec Windows. Ok, Microsoft Windows, ça n'a rien à voir, c'est ce qu'on appelle la fenêtre TCP. Comment je sais ça? Bah parce que Window, Data Offset, Reserved, Flag, Window. Ok? Donc on va jouer sur la fenêtre. Ok? La taille de la fenêtre. Ok? Techniquement, on va utiliser SW. Ok? Et on va voir si le port est ouvert. Donc techniquement, on s'attend à recevoir un paquet RST en réponse à nos paquets hack non invités, que le port soit ouvert ou fermé. Donc on a hack reset, donc soit le port est ouvert, soit il est fermé, et on voit, hein, que là, tous les 1000 premiers morts sont pas filtrés. Ok? Donc ça peut être cool. Pourquoi? Techniquement, eh ben, ça va permettre en fait de voir si... Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit techniquement que c'est comme la précédente attaque. Le lancement d'une analyse de fenêtre TCP sur un système Linux sans pare-feu ne fournira pas beaucoup d'informations, comme on peut le voir dans la sortie de la console. Les résultats de l'analyse de la fenêtre sur un serveur Linux sans pare-feu n'ont donné aucune information supplémentaire par rapport à l'analyse hack exécutée précédemment. Ok? Donc ça, on le voit, hein. Rien, nothing fancy. Ok? Par contre, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, s'il y a un pare-feu et qu'on répète l'analyse de fenêtre TCP contre un serveur derrière un pare-feu, on va s'attendre à des résultats plus satisfaisants. Ok? Dans la sortie de la console illustrée ci-dessous, l'analyse de la fenêtre TCP indique que trois ports sont détectés comme fermés. Ceci est en contraste avec l'analyse hack où les mêmes ports étaient détectés comme non filtrés. Bien que nous sachions que ces trois ports ne sont pas fermés, nous nous rendons compte qu'il s'agit et qu'ils réagissent, pardon, différemment, hein, indiquant que le pare-feu ne les bloque pas. Ok? Donc on va guesser, on va deviner, on va déduire l'état des ports en fonction de nos différents types de scans. Ok? Unfiltered, ok? Et avant on était sur quoi? Euh, on était sur du... ah, ok. Là, unfiltered, et ensuite
Windows Scan, ok, closed. Donc on voit qu'il y a clairement une variation, ok? Et c'est ce qu'ils vous disent là. Ensuite, le custom scan, ok? L'analyse personnalisée. Comment ça se passe? On va dézoomer un peu, je vais vous montrer, ok? Donc, si vous souhaitez expérimenter une nouvelle combinaison d'indicateurs TCP au-delà des types d'analyse TCP intégrés, on peut le faire avec le tiret scan flags. Si on veut, par exemple, SYN, RST et FIN simultanément, vous allez faire scan flag, RST, SYN, FIN, tout collé. OK? Vous pouvez développer votre analyse personnalisée. Vous devez savoir comment les différents ports se comporteront pour interpréter correctement, par contre, les résultats dans différents scénarios. Hein. Donc, je choisis les flags et je fais, par exemple, ça pour avoir tous les flags. OK? Et voir comment la machine répond. Donc, essentiellement, eh ben, on peut dire qu'il faut noter que l'analyse hack et l'analyse de fenêtre ont été très efficaces pour nous aider à cartographier les règles du pare-feu. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas parce qu'un pare-feu ne bloque pas un port spécifique qu'il est nécessairement à l'écoute sur ce port. Hein, c'est deux choses différentes. Par exemple, il est possible que des règles de pare-feu doivent être mises à jour pour refléter les modifications récentes du service. Par conséquent, ACK, Knowledge et les analyses de fenêtres, hein, donc hack et Windows, exposent les règles de pare-feu, mais pas les services. Ok, donc ça, il faut bien le comprendre. Ok, donc on va répondre aux questions. Analyse de fenêtre, on a quoi? On a un, c'est le hack. Ok. Ensuite, si on veut expérimenter le custom, qu'est-ce qu'on utilise? Après le flag, scan flag, bah, TCP, si on veut mettre que ça. Ah, reset, pardon, j'avais mal lu. Ok, unfiltered, on en a 4. Donc, quel est le nouveau port? Si on regarde, on remonte, 22, 25, 80, 22, 25, 80, on a du HTTPS. Donc, 443. Alors, est-ce qu'on a un service? Ah non, c'est générique, pardon. S'il nous met HTTPS, c'est qui c'est bon. Excusez-moi. Ok, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais on peut le tester, c'est pas con. Ok? Ah, on est d'accord. Ok. Donc maintenant, on va voir cette technique du brouillage, de spoofing et de leurre. Ok? Comprendre, grosso modo, comment ça fonctionne. Ok? Donc, usurpation et leurre. Donc, dans certaines configurations réseau, vous pourrez analyser un système cible à l'aide d'une adresse IP usurpée et même une adresse MAC usurpée. Une telle analyse n'est bénéfique que dans une situation où vous pouvez garantir de capturer la réponse, en fait. Hein. Si vous utilisez ou essayez d'analyser en fait une cible à partir d'un réseau aléatoire à l'aide d'une adresse IP usurpée, il y a de fortes chances que vous n'ayez aucune réponse acheminer vers vous et que le résultat de l'analyse ne soit pas fiable. Donc techniquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer la commande nmap-s plus l'adresse IP spoofée plus l'adresse IP qu'on veut scanner, comme vous l'avez compris. Et Nmap va créer tous les paquets en utilisant l'adresse IP source fournie, hein, la spoof IP, et la machine cible répondra au paquet entrant en envoyant les réponses à l'adresse IP de destination.
Ok? Pour que cette analyse fonctionne et donne des résultats précis, l'attaquant doit surveiller le trafic réseau pour analyser les réponses. Ok? Donc là, c'est du freeway. On a quoi? On a le source from le spoof IP, ça part à la machine, ça retourne vers la destination de l'adresse usurpée. Ok? Et nous, on doit intercepter les communications entre les deux. Ok? Donc, si on doit résumer, l'attaquant envoie un paquet avec une adresse IP source usurpée à la machine cible. La machine cible répond à l'adresse IP usurpée comme destination, ce qui est logique. L'attaquant capture les réponses pour déterminer les ports ouverts. Ok? Donc, en général, on prévoit de spécifier l'interface réseau aussi avec un petit e pour désactiver explicitement l'analyse ping. Ok? On veut pas que ça vienne interférer. Donc, au lieu d'utiliser ça, on utilisera typiquement ce type de commande. OK? Donc là, qu'est-ce que ça fait? On va indiquer explicitement à Nmap quelle interface réseau utiliser et ne pas s'attendre à recevoir une réponse ping. OK? Vu qu'on est en train de spoofer tout ça. Donc il convient de répéter que cette analyse sera inutile si le système attaquant ne peut pas surveiller le réseau pour les réponses. Donc vous devez déjà intercepter et avoir la main sur la machine que vous spoofez, ok, que vous usurpez, ok. Donc lorsque vous êtes sur le même sous-réseau que la machine cible, vous pourrez également usurper votre adresse MAC, ok. Vous pouvez spécifier l'adresse MAC source à l'aide de spoof MAC plus l'adresse spoofée, ok. Cette usurpation d'adresse n'est possible que si l'attaquant et la machine cible se trouvent sur le même réseau Ethernet, hein, ou Wi-Fi. C'est aussi simple que ça. Et l'usurpation d'adresse ne fonctionne que dans un nombre minimal de cas où certaines conditions sont remplies. Par conséquent, l'attaquant peut recourir à l'utilisation de leurre pour rendre plus difficile d'être identifié. Le concept est simple, faire en sorte que l'analyse semble provenir de nombreuses adresses IP afin que l'adresse IP de l'attaquant soit perdue parmi elles. Comme nous le voyons ainsi dessous, le scan de la machine semblera provenir de trois sources différentes et par conséquent, les réponses iront également au leur. Ok? Donc, attention, hein. Si c'est une machine qui vous appartient pas, que l'IP est valide, eh ben, ça sera peut-être intercepté par ces machines, ça sera peut-être analysé dans les logs, etc., etc. Vous l'avez compris. Donc, on peut lancer une analyse avec les leurs, hein, en utilisant ça. Techniquement, on va mettre un tiret grand D, nmap tiret grand D, les adresses que je veux usurper, ok, et le ME pour dire que votre adresse IP doit apparaître dans le troisième ordre, ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je scanne quoi? Si je scanne 10 10 83 37, ça va commencer par cette adresse IP, pardon, par cette adresse IP, ensuite cette adresse IP, et ensuite moi, ok? Donc je passe en troisième, ok? En troisième, ok? Puisqu'il y a deux adresses avant, vous l'avez compris. Un autre exemple, on peut utiliser random, et ça c'est super utile, ok? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah là, qu'est-ce qu'on a? On a les troisième et les quatrièmes IP sources sont attribuées de manière aléatoire, tandis que la cinquième source sera l'adresse IP de l'attaquant. En d'autres termes, chaque fois que vous exécutez cette dernière commande, vous vous attendez à ce que deux nouvelles adresses aléatoires soient les troisième et quatrième sources de notre leurre. Ok? Donc, pareil, je veux scanner quoi? L'adresse IP, elle est tout le temps à la fin cette machine en utilisant quoi? Cette première adresse IP, cette deuxième adresse IP, cette troisième adresse IP aléatoire, cette quatrième adresse IP aléatoire, et moi à la fin. Ok? Donc 1, 2, 3, 4, je serai cinquième. Ok? Donc ça, j'espère également que c'est clair. Donc si on doit attaquer la 10 10 173 247,
Comment on fait pour que l'analyse apparaisse comme provenant de l'adresse IP source 10 10 11 au lieu de notre adresse IP? OK? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un leurre ou on va faire un spoofing. On va faire du spoofing. OK? Qu'est-ce que je veux? Je veux le grand tiret S. OK? Et je veux l'adresse IP de ma machine. OK? Donc qu'est-ce que je veux? Je veux le S et je veux la 10 10 10 combien il m'a dit? 11. OK? Spoofed. Donc, ça fera quoi? Ça me fera mon sudo nmap s, l'adresse IP et la machine que je veux taper. OK? Si on doit faire un leurre, qu'est-ce qu'on veut? On veut un nmap sur 10 10 173 247. On veut que l'analyse provienne des adresses IP source 10 10 21 et 10 10 28. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire D, ok, decoy, hein, S, spoof, spoofing, D, decoy, decoying, ok, le leurre en anglais. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux 10, 10, 20, 21, 10, 10, 20, 28, et ensuite me, ok? Maintenant, on va voir les paquets fragmentés, hein, qu'on appelle fragmented packet, ok? Et comment ça peut nous aider avec certains IDS et certains pare-feu, hein. Donc, les paquets fragmentés. En fait, il faut comprendre le pare-feu, hein. Le pare-feu, c'est, je vous l'ai dit, soit il est logiciel, soit il est matériel, et ça permet aux paquets de les traverser, hein, ou de les bloquer. Il fonctionne en fonction de règles de pare-feu résumées comme bloquant tout le trafic avec des exceptions, ou en autorisant tout le trafic avec des exceptions. Par exemple, vous pouvez bloquer tout le trafic vers votre serveur, à l'exception de ceux qui arrivent sur votre serveur web. OK? Un pare-feu traditionnel inspecte au minimum l'entête IP, l'entête de couche de transport. Un pare-feu plus sophistiqué tenterait également d'examiner les données transportées par la couche de transport. OK? Donc un IDS, l'IDS c'est le système de détection d'intrusion, hein, qu'on appelle Intrusion Detection System, et il va venir inspecter les paquets réseau à la recherche de modèles de comportement sélectionnés ou de signatures de contenu spécifiques. Il déclenche une alerte à chaque fois qu'une règle malveillante est respectée ou détectée. En plus de l'entête IP et de l'entête de couche de transport, un IDS inspecterait le contenu des données dans la couche de transport et vérifierait s'il correspond à des modèles malveillants. Comme vous pouvez réduire la probabilité d'un pare-feu IDS traditionnel détecté. Alors, comment on peut empêcher la probabilité, excusez-moi, qu'un pare-feu, un IDS traditionnel détecte notre activité Nmap? Eh ben, il n'est pas facile de répondre à cette question, mais on a quelques techniques pour essayer de les feinter. OK? Donc, selon le type de pare-feu, d'IDS, on peut se servir de la division du paquet en paquets plus petits. Qui dit paquet plus petit, dit paquet fragmenté. OK? Et je vous ai parlé tout à l'heure du MTU. On va utiliser le MTU. OK? Et le MTU, allons voir. OK? Pareil, je vous mettrai toutes les ressources si vous ne connaissez pas. Allez voir ce principe. C'est utilisé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le maximum transmission unit. OK? Lors d'une transmission de données en informatique, le maximum transmission unit est la taille maximale d'un paquet pouvant être transmis en une seule fois. OK? Et s'il n'est pas transmis en une seule fois, il est divisé. Et s'il est divisé, eh ben, il est fragmenté. OK? Je vois que vous suivez, ça me fait plaisir. OK? OK? Donc c'est à nous de voir. OK? Très souvent, on utilise un MTE 2500 par exemple. Mais parfois, eh ben, on aura de meilleurs résultats à 1492. OK? Et si on met 1491, bam, les paquets vont être fragmentés. OK? Et typiquement, quand on fait du jeu vidéo, quand on fait du VoIP, on n'a pas envie que nos paquets soient fragmentés. OK? Sinon, ça va introduire
des problèmes au niveau des connexions avec les serveurs. Ok? Et voilà. Donc, allez voir hein, comment ça se passe et comment ça fonctionne techniquement. Donc, on va fragmenter nos paquets. Donc, Nmap fournit "-f" pour fragmenter les paquets. Une fois choisis, les données IP seront divisées en 8 octets ou moins. Pourquoi? Bah parce que c'est ici que ça se passe. Ok? Donc, c'est des multiples, hein. On peut utiliser un autre f, donc moins f ou ff, hein, et ça va diviser cette fois-ci hein, en 16 au lieu de 8. Ok? Et on peut modifier la valeur par défaut à l'aide du MTU. Hein. Cependant, vous devez choisir un multiple de 8. Ok? Puisque on travaille que sur des multiples de 8. 0, 8, 16, 32. Hein, 24, 32. Ok? Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc, pour bien comprendre, ça c'est vraiment important en fait. Pour bien comprendre la fragmentation, on doit examiner l'entête IP. En fait, l'adresse source prend 32 bits. Hein, donc 32 bits, 4 octets. OK? 4 fois 8, 32. OK? Et sur la première ligne, octet 8. Hein. C'est pour ça, en fait, hein, 32 bits. J'espère que vous savez. Octo, octet 8. Sur la quatrième ligne, et que l'adresse de destination, pardon, prend 4 octets supplémentaires sur la cinquième ligne. OK? Techniquement. Hein, tout se passe ici. OK? Donc, si on regarde, on reprend. Adresse source, 32 bits. 32 bytes. 32 bits, pardon. 32 bits. Bits. 32 bits, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 bytes. Et 4 bytes, c'est quoi? C'est 4 octets. OK? Et pourquoi 4? Parce qu'on commence à partir de 0. OK? Donc ne confondez pas les BITS, les 32 bits. Et 32 bits, c'est quoi? Eh ben, c'est 4 bytes. Et 4 bytes, c'est 4 octets en bon français. OK? Donc en fait, les données, on va les fragmenter sur plusieurs paquets qui seront en rouge pour faciliter le réassemblage. OK? Au niveau de la data, l'IP utilise l'identification à ce qu'on appelle l'ID. OK? On voit que c'est là et on a modifié. OK? YESHL, Total Length, Title of Service, identification flag. OK? On voit qu'il y a une nette différence. OK? Donc ça, c'est important de le comprendre. Et on décalage, hein, ce qu'on appelle le décalage du fragment, le fragment offset. Hein, Identification ID fragment offset. Ça va nous permettre tout ça. Ça va permettre le réassemblage, ce qu'on appelle le reassembly. OK? Et comment je vois en fait la différence? Comment je vois la différence? Bah typiquement, vous voyez bien la différence. Ok. Vous voyez la différence. C'est plus pareil. Ok? On a réagencé euh, l'IP header. Ok? Donc, si on doit comparer, ok? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh ben, on va regarder un peu avec Wireshark et on va voir ça, l'ESS P80 sur cette adresse avec ça, avec le F. Ok? Donc, quelle est la différence? Bah, maintenant, vous savez que l'analyse TCP SYN furtive sur le port 80, ok? Et dans la deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On fragmente les paquets IP, ok? Donc, si on regarde, ok, quelle est la différence? En fait, c'est le F, hein? F, fragment, to fragment, ou fragmented, ok? Donc, dans les deux premières lignes, on peut voir une requête ARP et une réponse.
Nmap a émis une requête ARP car la cible se trouve sur le même Ethernet. Les deuxièmes lignes affichent un ping SYN et une réponse. Hein, c'est ce qu'on a là. On est d'accord. Ensuite, on a la cinquième ligne qui est le début de l'analyse de port. Nmap envoie un paquet TCP SYN au port 80. Dans ce cas, l'entête IP est de 20 octets et l'entête TCP de 24 octets. Notez la taille minimale de l'entête TCP qui est de 20 octets. Donc, dans les deux premières lignes, nous pouvons voir une requête ARP et une réponse. Ok, Nmap a émis une requête ARP car la cible se trouve sur le même Ethernet. Les deuxièmes lignes affichent un TCP SYN et une réponse. La cinquième ligne est le début de l'analyse de port. Nmap envoie un paquet TCP SYN au port 80. Dans ce cas, on a quoi? On a l'IP header, l'entête de 20 octets et on a l'entête TCP sur 24 octets. Ok, et notez la taille minimale de l'entête TCP de 20 octets. Une fois qu'on fragmente, qu'est-ce qui se passe? C'est la partie du bas, ok? On voit que la demande via le F, eh ben, on a les 24 octets de l'entête TCP qui sont divisés en multiples de 8 octets. Le dernier fragment contenant 8 octets ou moins est l'entête TCP. Donc, puisque 24 est divisé par 8, on obtient 3 fragments d'IP, chacun avec 20 octets d'entête et 8 octets d'entête TCP. Ok? 20 octets d'entête IP et 8 octets d'entête TCP. Ok? Nous pouvons voir les trois fragments entre la cinquième et la sixième ligne. Ok? C'est ce qu'on voit. On voit les fragments là. Ok? Typiquement. Ça, c'est important. Donc notez que si vous avez ajouté FF, hein, ou -F, la fragmentation des données sera multiple de 16. En d'autres termes, les 24 octets de l'entête TCP, dans ce cas, seront divisés sur deux fragments IP, le premier contenant 16 octets et le second contenant 8 octets. Ok? Donc bah, c'est exactement ce qu'on a là en fait, hein. Il y en a que deux. Donc là, visiblement, il n'a pas utilisé F, il a utilisé FF. Ok? On en a un premier de 16 et un autre de 8. Ok? Et 16 plus 8, ça fait 24. Ok? Et l'entête TCP, il fait quoi? Il fait 24 octets. Super. Vous commencez à piger. Donc, d'autre part, si vous préférez augmenter la taille de vos paquets pour les rendre entre guillemets inoffensifs, hein, utilisez l'option Data Length plus le num. Num signifie le nombre d'octets que vous souhaitez ajouter à vos paquets. Ok? Donc, si le segment TCP a une taille de 64 et qu'on utilise FF, combien de fragments d'IP obtiendrons-nous? Bah, typiquement, si on le divise par 16, il y a combien de fois 16 dans 64? Hein? Il y en a 4. 4 fois 16, 64. Je vois que vous pigez aussi. D'accord? 16 plus 16, 32. 2 fois 32, 64. Ensuite, on va avoir le zombie. Zombie attaque. L'attaque du zombie est l'attaque de Lidl. Ok? Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va usurper l'identité source. Hein, ça peut être une excellente approche pour analyser furtivement. Toutefois, l'usurpation d'adresse ne fonctionnera que dans des configurations réseau spécifiques. Cela nécessitera que vous soyez dans une position où vous pouvez faire une attaque de l'homme du milieu et surveiller le trafic. Ok? Compte tenu de ces limitations, l'usurpation de votre adresse IP peut avoir peu d'utilité. Cependant, eh ben, on va lui donner une mise à niveau avec l'analyse inactive, hein, qu'on appelle Lidl Scan. Ok, ça va l'améliorer. Donc l'analyse inactive ou analyse zombie, les deux portent enfin c'est la même chose, nécessite un système inactif connecté au réseau avec lequel vous pouvez communiquer. En pratique, Nmap fera apparaître chaque sonde comme s'il provenait de l'hôte inactif, le zombie. Puis il vérifiera si l'hôte inactif, le zombie, a reçu une réponse à la sonde usurpée. Pour ce faire, vérifier la valeur d'identification IP, hein, l'ID IP de l'entête IP. Vous pouvez exécuter une analyse inactive à l'aide de SI plus l'adresse zombie plus l'adresse qu'on veut scanner. Ok? Ok?
Donc là, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander à un photocopieur, hein, de faire le zombie et de scanner la machine. OK? Donc, le système attaquant communique avec un système qui est en idle, inactif, pour trouver, hein, l'ID de l'IP courante. OK? Il lui fait un SYNAC et l'autre lui répond: ah ouais, RST, IP ID, nul. 2, 1, 99, ce que vous voulez. OK? Vous l'avez bien compris. Ensuite, l'attaquant va envoyer un paquet SYN au port TCP qu'il souhaite vérifier sur la machine cible dans notre étape suivante. Toutefois, ce paquet utilisera l'adresse IP de l'hôte inactif comme source. OK? C'est comme du spoofing, mais amélioré. Donc trois scénarios se présentent. Premier scénario illustré ici, en fait, le port TCP est fermé. Par conséquent, la machine cible répond à l'hôte inactif par un reset, ce qui est logique. OK? L'hôte inactif ne répond pas. Par conséquent, son ID d'IP n'est pas incrémenté. OK? Ça, c'est le premier cas de figure. OK? Second cas de figure. On a quoi? Second cas de figure, on a dans notre deuxième scénario le port TCP qui est ouvert, de sorte que la machine cible répond au SYNAC. OK? Il répond au SYNAC à l'hôte inactif zombie et l'hôte inactif répond à ce paquet inattendu avec un paquet RST, reset, incrémentant son ID IP. OK? Source zombie, SYNAC, incrémentation via le RST. OK? Donc là, on a quoi? Hein? Un attaquant, le système de l'attaquant envoie à la cible, en fait, un paquet SYN, OK, qui a été spoofé, hein, usurpé, en tant que machine idle. Là, on voit que le port est close. Là, maintenant, on a quoi? On a le port qui est ouvert. OK? Quelle est la différence? Source, ça change pas, sauf que là, maintenant, on a un SYNAC reset. Avant, on avait quoi? On n'avait qu'un reset. OK? Donc ça aussi, important de comprendre. OK? Donc on voit qui fait la même chose, sauf que cette fois-ci, le paquet SPILSYN, hein, est envoyé à la machine idle et elle répond. Donc si elle répond, incrémentation de son quoi? De l'IP ID. Et s'il y a increase of IP ID, ça veut dire que le port est ouvert. Port is open. OK? Soit ça marche pas. Donc, comment on comprend en fait tout ça? Eh ben, c'est comprendre que bah, la dernière étape, l'attaquant envoie un SYNAC à l'hôte inactif. OK? L'hôte inactif répond par un paquet RST qui incrémente à nouveau l'ID IP. OK? L'attaquant doit comparer l'ID IP du paquet RST reçu dans la première étape avec l'ID IP du paquet RST reçu dans la troisième étape. Si la différence est de 1, ça veut dire que le port de la machine cible est fermé ou filtré. Et si la différence est de 2, cela signifie que le port de la cible est ouvert. Il convient de répéter cette analyse est appelée analyse inactive car le choix d'un hôte inactif est indispensable à la précision de l'analyse. Si l'hôte inactif est occupé, tous les ID IP renvoyés seront inutiles. Ok? Donc ça c'est vraiment important. C'est pour ça que techniquement on va pas prendre un serveur qui va envoyer plein de requêtes ou un client. On préfère utiliser des IoT, ok, des Internet des objets, des IoT ou bah, des photocopieurs, des scanners, ok, puisqu'on sait qu'ils seront beaucoup moins sollicités, ok. Et voilà, hein, incrémentation, si ça revient, un 2 c'est comme des sauts. À chaque fois que la machine fait un saut, eh ben, incrémentation de l'IP ID. OK? Si elle répond une fois,
eh ben 1 plus 1 est égal à 2. Le port est ouvert. Hein. Si c'est égal à 1, pare-feu. Pare-feu bloqué sur la machine qu'on essaie de scanner. OK? Donc, quel argument on doit ajouter à Nmap? On a découvert une imprimante réseau rarement utilisée avec l'adresse 10.10.5.5 et on veut l'utiliser comme zombie. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Si, ok, ça y est. Ok? Donc, obtenir plus de détails. Ok? Vous pouvez ajouter raison, reason. Ok? Si vous souhaitez que Nmap fournisse plus de détails concernant son raisonnement et ses conclusions. Hein? Donc, première, sans le reason. Ok? Et là, on lui passe l'argument. Et là, quelle est la différence techniquement? Ok? Not shown, reason. Ok? Not shown, on n'a plus le reason. Ok? Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement? Hein? Euh, Ce flag, ça nous donne la raison explicite pour laquelle Nmap a conclu que le système est en place ou qu'un port particulier est ouvert. Dans cette sortie de console ci-dessus, hein, on voit que le système est considéré en ligne parce que Nmap a reçu une réponse ARP. Hein. D'autre part, nous savons que le port SSH est réputé ouvert car Nmap a reçu un paquet SYN-ACK en retour. Ok? On voit les reasons et on voit les paquets. Ok? Par opposition, où là, on n'a rien. On n'a ni les reasons, ni les paquets qui s'affichent entre quoi? L'état et entre le service. Ok? Là, on a quoi? On a port, on a state, on a service, mais on a aussi la reason qui s'ajoute. Ok? Avec le TTL, time to live. Ok? Donc ça, c'est vachement utile. Ok? Et on peut combiner, faire un SSSV, c'est ce qu'on va voir là, typiquement, par exemple. Ok? Pour une sortie plus détaillée, vous vous rappelez qu'on peut demander le mode verbeux ou le VV qui est encore plus verbeux, qui ajoute encore plus de verbosité. Ok? Donc, si VV ne satisfait pas votre curiosité, vous pouvez faire un tiret D et un tiret D. D pour encore plus de débugage. Un seul D débug simple, deux D débugage total. Ok, ça c'est vraiment bien. Ok, mais faites attention, hein, ça va être extrêmement long. Hein. Si vous utilisez le verbeux, le débogage, plus le reason, là ça va faire des pages et des pages et des pages. Mais ça peut être extrêmement utile pour parfois comprendre la surface d'attaque, ni plus ni moins. Ok? Ok? Open, 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 closed, TCP, reset, not shown, echo reply, hein? Et bah oui, on a, on reçoit des echo reply en TTL. Donc on a notre SYNAC. Ok? Donc ça, c'est la raison. On récupère le ping puisqu'on récupère les requêtes echo reply. Donc ça veut dire qu'on a envoyé quoi? Des echo requests, donc des paquets ICMP, et c'est passé, ça a passé le pare-feu et on a eu la réponse. Donc là, on est sûr parce que l'ICMP, c'est la base pour pouvoir scanner une machine. Et on a récupéré la dernière connexion de, du TCP. On a le SYNAC. Ok? Donc il y a eu SYN, SYNAC et hack. Ok? Enfin, pas de hack parce qu'on veut pas se connecter, mais on a récupéré le SYNAC. Ok? Donc voilà, j'espère que c'est clair et que maintenant vous êtes un peu à l'aise. C'est plus trop du chinois. Ok? Sinon, bah malheureusement, oui, faudra creuser. Hein. Et le réseau, c'est extrêmement complexe. Hein. Vous ne pouvez pas apprendre ça en un jour. Mais déjà, j'espère que maintenant vous comprenez un peu mieux ce magnifique outil qui est Nmap. Ok? Donc voilà, tout ce qu'on a vu, hein, je vous mettrai tout en description. Et bah voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.